coulisses du biz, ce soir, Amazon joue la carte de la transparence sur ses impôts et Airbnb remporte une bataille contre les hôteliers. Pour en parler, je suis avec Frédéric Fougera. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de la communication chez Foncia et Jérôme Valu. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes associé du cabinet ICP Consulting et enseignant à Sciences Po. Opération transparence donc pour Amazon qui dévoile pour la première fois le montant de son chiffre d'affaires en France, 4,5 milliards d'euros, et celui des impôts payés au fisc français, 250 millions d'euros pour 2018. Le groupe qui était jusqu'à présent accusé de minorer ses revenus pour réduire ses impôts. Frédéric Fougera, pourquoi Amazon dévoile aujourd'hui tous ces chiffres et tous ces montants d'impôts payés en France? Pourquoi maintenant ? Alors pourquoi maintenant? Je ne suis pas certain d'avoir la question. Je me dis, mais je réfléchis à deux objectifs possibles. Le premier objectif, c'est qu'Amazon a une double image. C'est le symbole de l'entreprise ultra efficace, performante, avec une qualité de service incroyable. Ça, c'est une première image. Et puis la deuxième image, c'est l'entreprise qui tue le commerce, l'entreprise qui ne paye pas ses impôts. Donc une image désastreuse qui peut-être ne pose aucun problème à Amazon aujourd'hui. Tant que ça fonctionne, tant que les bénéfices sont là, les résultats sont là, peut-être pas de souci. Peut-être qu'un jour, ça leur posera un problème. Alors peut-être est-il venu le moment de changer un petit peu le braquet et puis de faire une opération transparence. Et de communiquer sur ces chiffres. Là, je pense qu'on est totalement dans la super opération de transparence, quoique peut-être pas en fait. On va y revenir justement. Jérôme Valu, est-ce que ça a un rapport avec la taxe GAFA qui a été votée en juillet dernier ? Elle viendrait en plus. Taxe GAFA, 3% sur 4,5 milliards, ça fait 130 millions, 135 millions, ça viendrait en plus. Je sais pas si ça... Je suis d'accord avec Frédéric, je pense pas que ce soit ça. Je pense qu'il y a une maturité des publics en ce moment. En fait, on est tous à la fois des consommateurs et des citoyens. Et aujourd'hui, la part de consommateurs qui nous fait acheter chez Amazon est plus forte que la part de citoyenneté. Mais un jour, ça va peut-être basculer. Regardez ce qui se passe chez Uber. À titre personnel, je n'utilise plus Uber, j'utilise Captain. Parce que Uber ne paye pas ses impôts, Donc en fait, le citoyen a découvert qu'il y avait un service égal de gens qui, éthiquement, étaient plus en adéquation avec ce que je pensais. Aujourd'hui, Amazon n'a pas vraiment de crainte à avoir, parce qu'il n'y a pas de service qui soit capable d'être aussi bien qu'Amazon. Ce que tu disais est tout à fait juste. Mais ils peuvent se dire que s'ils arrivaient à travailler à la fois l'éthique, l'empathie, l'éthique, au-delà de l'obsession qu'ils ont pour l'expérience utilisateur, peut-être qu'ils renforceraient leur réputation. Frédéric Fougera, Amazon qui ne précise pas le montant des bénéfices réalisés en France, un montant qui pourtant permettrait de calculer le taux d'imposition effectif. C'est ce que reprochent certains comme l'organisation Attaque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la transparence, là, elle est limitée, c'est une demi-transparence? C'était d'où ma plaisanterie. Opération de transparence, effectivement, elle paraît la bienvenue, mais derrière, il y a quand même pas mal d'opacité. Il y a une dizaine d'entreprises chez Amazon en France, lesquelles font partie de ce calcul. Est-ce que les plus rentables y sont? Est-ce que ce sont seulement les moins rentables? Donc évidemment, plus favorables pour Amazon. Quand je vais reprendre le texte, quand il parle de contribution d'Amazon au financement des services publics et du modèle social français. Alors, un naïf se dirait, mais ils sont formidables, ils font du social, ils font du mécénat. Non, juste ils payent leurs cotistions. Donc toutes les boîtes en France. Là, c'est une super leçon de com de voir ce. Donc cette transparence, elle est quand même bien arrangée, bien présentée, mais en réalité, on ne sait pas vraiment exactement ce qu'il y a derrière. Alors on note une somme, dont acte, mais que représente-t-elle réellement par rapport à leurs bénéfices? On ne le sait pas vraiment. Jérôme Valu, c'est aussi une façon de redorer son image face à la vague de contestation qu'on a vue au moment du Black Friday. On a vu aussi des maires refuser l'implantation d'entrepôts Amazon sur leur territoire. Oui. Ça a été le cas d'une maire dans le Calvados. Oui, enfin, il y a sans doute ça. C'est-à-dire que Frédéric Duval, il se rend bien compte qu'il faut arriver à faire bouger les lignes sur l'image d'Amazon, parce qu'il y a un autre risque quand même, c'est 30 000 collaborateurs en France. 30 000 collaborateurs. C'est le troisième C. On est tous des clients, des citoyens et des collaborateurs. Et le troisième risque, il est là. Je veux dire, celui qui peut exploser prochainement, c'est effectivement la manière dont Amazon gère ses collaborateurs. Donc je pense que c'est plus qu'un travail de com', c'est la prise en compte du fait que la réputation d'Amazon devient un élément clé dans la valeur de l'entreprise, et en particulier en France, la France étant un pays relativement important. Et va le devenir de plus en plus. Absolument. D'où cette importance de s'en préoccuper et peut-être
la raison pour laquelle ils commencent à s'en préoccuper. Et ça veut dire qu'ils prennent les devants sur un éventuel changement de comportement des consommateurs ? Oui, mais je pense qu'on en reparlera avec Airbnb, mais il y a une maturité aujourd'hui des consommateurs. On le voit, le mouvement contre Donc Uber. les marques doivent agir maintenant ? Voilà, mais l'idée c'est ça, et quand on prend les principes de direction d'Amazon, on voit que le premier c'est l'obsession de l'expérience client, l'obsession du client. Je pense qu'ils sont dans cette logique-là, et ils sont en train de venir aussi sur l'obsession du citoyen. Et je trouve ça pas mal. Allez, on passe à Airbnb face aux hôteliers. Pour les hôteliers, cette plateforme représente une concurrence déloyale puisque Airbnb propose le même service qu'eux sans se plier aux mêmes règlements. Mais la Cour de justice de l'Union européenne a tranché aujourd'hui. Airbnb est bel et bien une société de services numériques et peut donc continuer son activité sans être soumis aux mêmes contraintes que les hôteliers, Frédéric Fougerat, c'est une victoire pour Airbnb ? Non. Non ? Non. Pourquoi ? C'est pas une victoire. Et je pense pas qu'eux-mêmes le considèrent comme une victoire. C'est probablement une défaite pour la représentation des hôteliers, même si d'ailleurs c'était pas la représentation de tous les hôteliers. Et quand on est face à Airbnb, peut-être faudrait-il s'organiser pour être unis et avoir un même discours. Je pense pas que ce soit une victoire. Je pense qu'ils ont juste échappé à une défaite. En fait, c'est une étape. C'est une étape parce qu'ils vont se retrouver, ils vont se revoir, ils vont avoir d'autres contraintes, ils vont avoir notamment les grandes villes qui vont de plus en plus s'organiser pour limiter ou freiner leur implantation. Airbnb, ce sont des urbains, on ne les trouve pas à la montagne ou à la mer, on ne les trouve pas dans les zones touristiques, c'est pas là où ils font leur business, c'est pas là où il y a de la disponibilité, il y a déjà d'autres acteurs qui sont implantés, donc ce n'est qu'une étape. Et j'ai envie de vous citer un proverbe africain que j'adore et qui dit: quand tu grimpes en haut d'un arbre, souris à ceux que tu croises parce que tu les reverras en descendant. Et ben, je pense qu'ils sont exactement dans cet état je pense qu'ils ont intérêt à être dans cet état de modestie parce qu'ils vont se retrouver et ils vont avoir d'autres choses à négocier, ils vont avoir d'autres étapes. Peut-être qu'il y aura des victoires, peut-être qu'il y aura des défaites, mais c'est certainement pas une victoire. Et en plus, c'est une décision plutôt plus technique que juridique. Donc, Jérôme Vallu, c'est qu'une étape ? Moi, j'ai l'impression que depuis 20 ans, on n'a jamais gagné une guerre sur des bases réglementaires. C'est du règlement là, en l'occurrence. Adopi n'a pas réglé le problème de la musique, c'est tout à fait clair. D'ailleurs, il y a un site très bien qui s'appelle Statista qui donne des chiffres tous les jours. Et aujourd'hui, ils avaient un chiffre tout à fait passionnant sur finalement le succès de la musique. Comme quoi, le succès, c'est le streaming, le live, etc. Et que voilà. Donc, et c'est pas Adopi qui a réglé le problème. Donc, c'est pas le réglementaire. Donc, il y a ce sujet-là. Je suis tout à fait d'accord avec Frédéric. Je pense que les professionnels de l'immobilier auraient dû se soucier beaucoup plus tôt de ce sujet, il y a 20 ans. Il y a 20 ans quand Booking est arrivé, il y a 8 ans quand Airbnb est arrivé. Ils n'ont rien fait et finalement aujourd'hui ils se battent. Ces acteurs, ces nouveaux acteurs. Mais même Accor l'a sous-estimé. Donc cette bagarre réglementaire est une bagarre d'arrière-garde. Donc je suis d'accord, c'est pas une victoire. Et donc le sujet, par contre, là, Airbnb devrait réfléchir, un peu comme sur le sujet d'Amazon, à se poser la question de l'éthique de son approche et de se poser la question de savoir s'il favorise le commerce illégal ou l'implantation illégale de professionnels, de faux professionnels de l'immobilier, ou investir les centres-villes pour en évacuer les locaux parce que les loyers deviennent trop chers, etc. Et c'est peut-être en se positionnant sur des sujets éthiques qu'ils vont reconquérir les publics et les villes, parce qu'aujourd'hui les villes sont farouchement opposées à l'arrivée d'Airbnb, effectivement. Jérôme Vallu, encore une fois, si on se place du point de vue des hôteliers, comment faire face à cette menace Airbnb ? Il faut améliorer l'expérience client, qu'est-ce qu'il faut mettre en place ? En fait, les professionnels de l'immobilier ont déjà tenté de le faire sur un sujet qui est tout à fait intéressant, qui est le sujet de la location d'appartements et la vente d'appartements, en montant leur propre plateforme contre Le Bon Coin et Se Loger. Ils ont monté une plateforme qui s'appelle bienici.com en disant on va pas donner aux intermédiaires que sont ces gens-là notre argent, on va déplacer le sujet de la concurrence. On va monter ensemble notre plateforme, c'est ça qu'on appelle l'économie des plateformes. C'est que finalement, le premier contact, celui de la captation de ce qu'on appelle le lead, se fait ensemble, et le lead ensuite se transforme en client, et c'est là où commence vraiment la concurrence. Et donc, je pense que ces gens-là ont besoin de se poser la question de comment je ne suis pas la commodité
d'une plateforme qui s'appelle Airbnb, mais comment je crée ma plateforme et que tous ensemble, on crée une plateforme dont on est détenteur, propriétaire, et qu'à ce moment-là, on arrive à faire vraiment notre rôle de location d'appartements. Donc il y a un vrai sujet qui est d'évacuer ces intermédiaires qui finalement prennent la marge, hein. Faut pas se tromper. Le mot de la fin, Frédéric Fougera. Moi, je veux juste qu'on comprenne que quand on parle de Airbnb, on est quand on parle de combat d'arrière-garde, c'est peut-être même plus que ça. Parce qu'en fait, Airbnb aujourd'hui n'est pas dans ce débat de savoir si ce sont des agents immobiliers ou pas et puis essayer d'y échapper. Non, ils sont déjà en train de construire le fait de probablement le devenir demain, notamment avec un investissement énorme dans une société qui s'appelle Just Living à San Francisco, leur ville d'origine, là où ils ont leur siège, où déjà ils rentrent dans du meublé longue durée, avec des services déjà très qualifiés, de haute qualité, déjà extrêmement bien notés. Et donc déjà, eux, ils sont déjà dans l'étape d'après, quand nous, on est en train d'essayer de nous bagarrer pour garder la situation présente, eux, en fait, ils sont déjà dans l'étape d'après, l'étape qui intègre et qui absorbe et qui englobe celle qu'on essaye de défendre aujourd'hui. Jérôme Valu. Le mot de la fin, ça fait la fortune des avocats et des lobbyistes. Allez, c'était le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les deux. Jérôme Valu, associé du cabinet ICP Consulting et enseignant à Sciences Po, et Frédéric Fougera, directeur de la communication de Foncia.